Donc, merci aux partenaires qui se sont associés au dossier pour leurs conseils avisés, pour leurs contributions. Donc, tout n'a pas pu être retenu, mais donc, je suis sûr que c'est source de réflexion technique pour Johan et ses équipes. Donc, ils vont être précieux pour la suite. Donc, c'est la première fois que Johan participe à cette convention et donc contribue à ces travaux. Donc, je vais laisser le temps à Johan de présenter l'Immobilière Sud-Atlantique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Immobilière Sud-Atlantique fait partie du groupe Procivis Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe plusieurs activités que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapidement, il y a de la maison individuelle avec le groupe IGC et de la promotion et du lotissement avec l'entreprise Sovi et Immobilière Sud-Atlantique. Immobilière Sud-Atlantique, créée en 1993, compte aujourd'hui une trentaine de collaborateurs. Et on est basé à Bordeaux. Et notre cœur de cible au niveau clientèle sont les primo-accédants et les propriétaires occupants. Et c'est ce que nous défendons auprès des collectivités. Aujourd'hui, on réalise 150 logements à l'année et 100 lots à bâtir un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. Alors, Johan, qu'est-ce qui t'a motivé à venir participer à ces travaux ? La RE21, pour moi, ça reste encore assez flou. On a tendance, et on le verra au travers du projet qu'on va étudier, à tout de suite se focaliser sur des techniques qui sont non traditionnelles pour nous et plus difficiles à maîtriser en promotion. Voilà, donc après cette introduction, le sommaire, on va parler du projet, ensuite on va faire des simulations techniques et ensuite pour revenir à la conclusion. Alors, Johan, je te laisse nous parler du projet Naturae. Naturae est un projet qui se situe aux portes de Bordeaux, à une vingtaine de minutes environ. C'est 37 logements collectifs. L'ensemble des occupants seront des clients occupants, c'est important à noter, et on est classé en zone H2C. Cette opération de 37 logements est répartie sur 5 plots qu'on peut voir sur les slides. Chaque plot est construit sur une table en béton permettant d'avoir des parkings aériens en surface. Et nous sommes orientés essentiellement à l'ouest. Pour la typologie des logements, notre granulométrie, c'est surtout du T3 et du T2, puisque c'est ce que recherchent nos clients en général. Ils sont, pour cette opération, traversants, avec des grandes terrasses et des coursives de distribution extérieure. C'est important pour les résultats qu'on va proposer en suivant. Alors, je crois qu'il y avait de nombreuses particularités liées en termes de cahier des charges pour cette opération qui est en cours de réalisation. Est-ce que tu peux en dire plus ? Alors, tout d'abord, on s'est engagé à avoir un niveau de performance E2-C2 auprès de notre aménageur. On a plafonné nos prix à 3 200 € TTC du mètre carré, ce qui nous a amené à aller chercher une subvention complémentaire auprès de Bâtiments du Futur, qui nous impose quelques contraintes techniques, et en particulier des matériaux biosourcés, mais surtout de l'isolation par de la paille, de la terre crue, et également d'avoir des récupérateurs d'eau grise et un chauffage au poêle à granules, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est courant en promotion. Effectivement, donc je comprends un peu la mobilisation des troupes au niveau des industriels. Et donc, quel est l'objectif que tu as fixé à ce groupe de travail ? L'objectif, c'est que j'ai récupéré cette opération déjà montée et je souhaitais que le groupe de travail le repense d'un point de vue plus standard, avec des techniques éprouvées, maîtrisées par nos entreprises sur le chantier et plus économiques. Voilà, donc ça c'était notre défi. Olivier, comment on a travaillé ? Maintenant, c'est Olivier qui travaille. Ouais, c'est toujours comme ça. Sur celui-là, j'ai un peu bossé quand même. Pour une fois. On a eu un cheminement qui est sensiblement identique à ce qui a déjà été vu sur d'autres projets. C'est-à-dire qu'on est parti d'un descriptif RT 2012 que l'on a optimisé au maximum techniquement pour avoir des résultats pile poil, on va le voir après. Ensuite, on a changé de moteur de calcul. Il faut regarder la marche à gravir entre ce descriptif RT 2012 et ce qu'il faudrait faire pour la nouvelle réglementation. Et enfin, on a exploré plusieurs pistes pour respecter la RE 2020. Alors, place à l'étape numéro 1 et le descriptif de niveau 1 qui était retenu pour être conforme à l'RT 2012. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose d'assez courant. On a basculé toute la partie structure sur du béton avec un complexe collé intérieur de 10 plus 13, 100 plus 13, pardon. Ensuite, au niveau des planchers intermédiaires, dans le projet initial, on avait des planchers bois qui ont été remplacés par des planchers béton avec des traitements de pont thermique. Au niveau du plancher bas qui donne sur les parkings au rez-de-chaussée,
On a un polyuréthane en 9 cm en chape flottante. Le comble est isolé avec un R2.8, bon, c'est assez courant. Et enfin, au niveau menuiserie, on a des performances aussi qui sont couramment utilisées dans les bâtiments d'aujourd'hui, avec du PVC, avec un U aux alentours de 1,30, des volets roulants qui sont des volets roulants monobloc, tout à fait classiques, non motorisés, ça c'est important. Comme on a des coursives extérieures, on a des portes d'entrée, avec un UD 1,40, ça aussi c'est assez facilement atteignable. Et si on regarde maintenant les systèmes de chauffage et de ventilation, c'est pareil. On est passé sur des systèmes qui sont très répandus dans les études, dans les bâtiments que l'on étudie aujourd'hui, c'est-à-dire une chaudière condensation individuelle avec des radiateurs et une VMC hygrobé. Donc des choses extrêmement standards. Et donc on va afficher les résultats RT 2012. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais en fait, on se rend compte que ce descriptif nous permet de respecter la RT 2012 avec un optimum technico-économique, puisqu'on a le BBio notamment qui est ric-rac. Donc voilà, on est bien et on est conforme sur le BBio et les consommations. Alors je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a pris donc, en termes de référence un bâtiment sur les 5. Tout à fait. Je laisse peut-être expliquer comment on tu procède. fais bien de me le rappeler. Donc on a effectivement étudié un seul bâtiment, qui est le bâtiment A, et qui a une surface de 428 mètres carrés. Donc plutôt un bâtiment de petite surface. Et on va voir par la suite que ça a son importance. Effectivement, si on transpose tout ça en RE 2020, voilà ce que ça donne. Et je te laisse commenter. Alors, on voit que sur les... je vais revenir sur le BBio, mais si on regarde les consommations, l'impact de l'énergie, de la construction et des degrés d'inconfort, on se rend compte qu'on est bien. Il n'y a pas de souci particulier, on est conforme. Le seul point bloquant dans ce cas-là, c'est le BBio. Alors on en a beaucoup parlé, mais ça se confirme, sauf que on se rend compte que sur le changement de moteur, nous fait perdre de la performance en BBio, mais que l'écart n'est pas si important que ça. Effectivement, enfin, c'est assez surprenant en termes de résultats. Enfin, quand on connaît un petit peu les annonces qui ont été faites sur les écarts de BBio entre le RE 2020 et RT 2012. Donc, une explication à cela. Là aussi, je te laisse développer. C'est important que tout le monde l'entende. Oui, alors c'est une explication en fait qui est très simple, qui est liée aux modulations qui ont été intégrées par les pouvoirs publics sur les différents indicateurs de la réglementation, et notamment la modulation qui fonctionne de la surface totale du bâtiment. Sur cette courbe, vous voyez qu'en fait, en dessous de 1300 m² habitables, la valeur du BBio max augmente. Et c'est ce qui fait que c'est plus facile de respecter ce critère-là sur les petits bâtiments que sur les grands. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un bâtiment qui fait 430 mètres carrés et le BBio max est de 78,8, me semble-t-il, alors que dans toutes les communications qu'il y a eu jusqu'à présent, pour les logements collectifs, on parlait d'une valeur max moyenne à 65. Donc, vraiment, la surface totale du bâtiment a un impact très fort sur les contraintes que vous allez devoir appréhender dans cette RE. Clairement, si on était sur un bâtiment plus grand, aux alentours de 1000 mètres carrés ou au-delà, on n'aurait pas du tout les mêmes conclusions. Il faudrait faire des efforts beaucoup plus importants. Oui, c'est important de bien préciser effectivement à quelle nature de projet on a affaire. Donc, quels leviers ont été travaillés donc, pour aller chercher ces quelques points de BBio qui font défaut? Alors, on en a travaillé plusieurs. Le premier concerne le type d'infrastructure, où on a basculé les murs qui étaient en béton en maçonnerie isolante, en briques ou autre, peu importe. En tout cas, c'est une maçonnerie de type A, donc avec une résistance thermique supérieure à 1. Et là, on voit en fait que tous les indicateurs s'améliorent, y compris l'IC Construction. On est conforme partout avec une amélioration sur tous les points. Alors, deuxième option, travailler. La deuxième concerne l'isolation des murs extérieurs, où on a augmenté la performance en augmentant aussi l'épaisseur, avec deux types de produits possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi la performance. Et on retombe à peu près sur les mêmes conclusions en termes de performance sur le BBio, avec une petite variante au niveau IC Construction, mais on est toujours bon, il n'y a pas de souci, donc ça fonctionne aussi très bien.
Et une troisième option qui a été travaillée. La dernière, effectivement, c'est on a plus travaillé sur les systèmes avec la motorisation des volets et une gestion crépusculaire de ces volets, sachant que dans le projet initial, on avait des volets battants, hein, donc là, ça fait une amélioration assez importante. Et au niveau résultat, pareil, pas de surprise particulière, tout fonctionne bien. On a une petite amélioration de l'ADH qui est liée justement à la gestion des volets et au confort d'été. Alors ça, ce sont des résultats liés au seuil donc, qui vont être en vigueur à partir de 2022. On sait que le seuil carbone va se durcir à partir de 2025. Si on se projetait justement à échéance 2025, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats ? Alors non, forcément, il va falloir trouver des solutions. Alors sur le IC Énergie, deux solutions sont possibles. Hein. C'est soit on souhaite rester sur les solutions de chauffage qui étaient initialement prévues, à savoir des chaudières individuelles gaz, mais auquel cas il faudra absolument que le biogaz notamment soit valorisé. Sinon, clairement, ça ne passera plus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans l'Aéro 2020. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On y travaille. Voilà, il y a des choses qui sont en cours. Sinon, il faudra changer de système de chauffage et basculer sans doute sur des pompes à chaleur ou des systèmes de ce style-là. Et sur la partie IC Construction, alors l'exigence va augmenter, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, même si on a de plus en plus de fiches environnementales, des produits qui nous permettent d'affiner le calcul, on a des pistes d'ici 2025 qui nous permettront sans doute, en modifiant très peu les descriptifs actuels, de respecter ce seuil de 2025. Donc il n'y a pas vraiment de grosses inquiétudes, à notre sens en tout cas, sur la prochaine échéance. Je ne parle pas des suivantes, hein, par contre, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà, donc plutôt confiant Oui, dans cette optimiser. perspective. Optimiser, c'est ça. Ok, maintenant le promoteur, quels enseignements il a tiré de tous ces travaux ? Les enseignements sont que sur ce type, bien sûr, de projet, puisqu'on a bien vu qu'il avait des caractéristiques spécifiques et qu'on ne peut pas le généraliser partout, on est quand même agréablement surpris de se rendre compte que dans un premier temps, les résultats sur la typologie du projet nous permettent d'atteindre la RE 2020 sans forcément refondre tout notre principe constructif, même si on a bien compris qu'à terme, il va falloir travailler davantage sur certains facteurs. Et surtout, on a pu utiliser des techniques courantes et maîtrisées, et ceci est rassurant pour démarrer sur cette nouvelle réglementation. Mais surtout, les projets RE 2020 seront possibles si on continue à travailler avec les partenaires qui nous ont quand même énormément accompagnés en nous proposant plusieurs solutions, même si on ne les a pas toutes retenues, on en a étudié certaines. Et ce qui me permet justement de tous les remercier pour leur implication, leur disponibilité. Et merci à Olivier pour son étude technique et à Vincent pour avoir piloté de main de maître ce projet et nous permettre de respecter les timings. Merci beaucoup, mon Johan, ça s'est bien passé. Oui, oui. Vous reviendrez. C'est possible. Merci à vous merci, trois. merci à tous tout les à trois. l'heure.